Alors, bonjour à tous. Je reçois le professeur Pierre-Jonathan Bikanda. Je le reçois au titre d'écrivain, mais je le reçois également comme formateur parce que c'est un homme qui a impacté le milieu du marketing en Afrique. Il fait partie des premiers thésards en marketing. Il a dirigé l'unité de formation ESSEC à Douala, pour ceux qui ont fait cette école de commerce. Et ensuite, il a été aux commandes de la filière commerce et distribution de l'Université catholique à laquelle j'ai été formée. Et donc, il a marqué d'une pierre tout mon parcours. Et je suis partie de l'Université catholique. Je n'étais pas la plus hardie des étudiantes, mais je me rappelle que la dernière chose que j'ai laissée à mon prof en partant, c'était un petit mot. Et on se retrouve quelques années plus tard avec un ouvrage que nous allons parcourir. Alors, professeur, je suis Oui, ravie que tu sois là. Est-ce merci. que tu as un petit mot avant qu'on démarre cette interview? Le petit mot, c'est que tu as tout dit, première chose. Et puis, c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui parle de vous, quand vous parlez de vous-même. Et je crois que ce que tu as dit, c'est tel que tu me perçois. Nous sommes aussi la somme des perceptions que les gens ont de nous, et de nos résultats et de nos œuvres. Et je crois que là, nous sommes là, effectivement, pour parler des œuvres. C'est ce qu'on laisse, comme je dis, c'est les traces que nous laissons de notre passage sur Terre, quoi. Exactement. Donc, le livre qui m'a vraiment... alors, je sais que tu as à ton actif plusieurs livres, mais Mhm. celui sur lequel on va discuter, on va échanger, c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement beau, extrêmement riche, qui s'appelle Mhm. État d'âme et face cachée. Alors, je le Mhm. montre comme ça. C'est un C'est livre super. de poésie qui évoque en fait une série de balades. On se balade en fait avec toi dans ton parcours. On découvre un jeune qui commence à écrire très tôt, Mhm. qui parcourt le monde et qui nous livre ses ressentis, qui nous livre sa vision du monde. Mhm. Alors, ce qui m'a frappé d'entrée de jeu, c'est que d'habitude, on commence les livres par une introduction, et toi, tu commences par des remerciements. Tu remercies le lecteur, tu remercies tous ceux qui t'ont haï dans la vie. Tu commences par la gratitude. Pourquoi la gratitude est importante? Parce qu'en fait, nous sommes ce que nous sommes par rapport aux autres. C'est-à-dire que ce soit ceux qui nous aiment ou ceux qui ne nous aiment pas, ils nous aident à nous façonner. Mhm. C'est parce qu'il y a la guerre qu'on dénonce la guerre. S'il n'y avait pas la guerre, on n'aurait rien à dénoncer. C'est parce qu'il y a la destruction de l'environnement qu'on dénonce la destruction de l'environnement. Donc, Mhm. ceux qui sont vos amis ou ceux qui sont vos ennemis vous aident à vous construire et à vous découvrir. Parce que souvent, c'est les épreuves qui vous permettent de voir vos ressources intérieures. Parce qu'en fait, un poète, c'est quelqu'un qui est tout en intérieur et qui Mhm. a énormément de ressources, qui a des Mhm. possibilités extraordinaires dans un monde qui est hyper violent. C'est pour ça que je dis toujours qu'un poète, d'abord, c'est un violent contenu. C'est-à-dire que la violence, c'est par rapport à ce monde qu'il voit. Et la beauté, c'est l'autre partie de lui, puisque le monde est fait du bien et du mal. Et le poète est un peu le porte-parole de tout ça. Et Mhm. est le ressenti collectif. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on se sert de sa plume pour dire ce que les gens peuvent ressentir de l'intérieur. J'ai beaucoup adoré ce passage. Et ça, c'est la partie introductive où tu dis en fait au lecteur de t'ouvrir les portes de son intimité. 50 ans de vie qui défilent en 7 tableaux, chiffres magiques, chiffres d'accomplissement. Quelque part, tu pénètres déjà dans un univers où seuls n'entrent que ceux qui s'oublient. Oui, parce que la poésie, c'est un peu comme la spiritualité. Pour y entrer, il faut être préparé. Je m'ouvre dans l'intimité et Mhm. pour que ceux qui entrent, c'est ceux qui s'oublient. C'est pour dire que la poésie ne se comprend que par la poésie. C'est-à-dire que tout le monde a un peu de poétique en soi. Mais le problème, c'est qu'on est souvent victime des bruits, parce que la poésie demande quelques moments de solitude, où on se Ouais. replonge en dedans de soi-même pour puiser Mhm. tout ce qu'on a de plus profond, de plus spirituel. Parce que vous voyez bien que Mhm. la poésie, pour moi, et la spiritualité, ça va au-delà. C'est comme une espèce de logiciel qu'on a en soi,
mais que les gens n'ont pas souvent le temps d'écouter. C'est comme une bonne œuvre musicale. Pour l'écouter, il faut être dans les dispositions pour écouter. La poésie, c'est pareil. On ne lit pas la poésie comme on lit un journal. On lit la poésie en s'oubliant d'abord un peu et en déclenchant le logiciel poétique que nous avons. Nous avons tous, chacun de nous, ce logiciel. Mais on est souvent pris par les bruits, par la commune, par les problèmes, par le paraître. Il y a tellement de choses. C'est pour ça que je dis que la poésie, c'est un striptease à l'envers. Dans le striptease social, on voit les gens qui se déshabillent et on voit tout. Mais la poésie, c'est un striptease à l'envers, c'est-à-dire que c'est le dedans de quelqu'un. Et comme ce dedans est très riche et très profond, vous ne pouvez pas le comprendre avec les yeux du profane qui est pris par les problèmes du quotidien. Voilà un peu l'idée qui est derrière. Et alors, on va commencer par le premier tableau que tu peins. C'est une espèce de vision, de sensation. Et là, je me suis vraiment régalée. Et en fait, on découvre que tu as commencé à écrire très tôt. Alors, les premiers textes, on voit que tu avais la vingtaine, mais j'ai même découvert plus tard en parcourant le livre que tu écris dès l'âge de 16 ans et que tu as pris la peine de noter 16-17 ans minutieusement les moments d'écriture, les périodes d'écriture et d'avoir en fait un bloc-notes. Et j'étais vraiment très, comment dire, très frappée. De nos jours, combien de jeunes commencent à écrire à cet âge? Ça m'a interpellée. Et donc, sur cette première vision, est-ce que le fait d'être loin de ton pays très tôt t'a rendu visionnaire? Oui, je pense quelque part, parce que je suis arrivé d'abord en Centrafrique, parce que j'ai commencé à écrire les poèmes en Centrafrique. J'étais dans un collège de missionnaires, là, les frères maristes, et donc j'ai commencé, j'avais déjà un peu de sensibilité, parce que j'étais un enfant maladif aussi, hein. Donc j'ai vécu la solitude un peu très tôt. Les médecins avaient parié que je vivrais, que si je vis jusqu'à 12 ans, ça tiendrait du miracle. Bon, je ris parce que maintenant, j'en ai 72, donc ça fait beaucoup par rapport aux prévisions. Donc, j'ai eu l'habitude d'être souvent protégé, hyper protégé par mes parents, et de ne pas vouloir les gens autour de moi quand je suis malade. Et ça m'a donné cette aptitude à rentrer en moi-même. Et donc, et la poésie m'est arrivée comme une spontanéité. Je ne peux même pas vous expliquer. J'avais 14 ans quand j'ai écrit le premier poème qui s'appelait Source. Je ne l'ai plus jamais revu, il est perdu. Et je crois que c'est à partir de là que j'avais décidé de garder mes poèmes et de mettre les lieux et les dates. Parce que je n'ai jamais retrouvé le premier poème où j'avais 14 ans, qui s'appelait Source, qui a fait la source. Et vous voyez que le titre n'est pas un titre au hasard, c'est la source. C'est-à-dire que je prends source quelque part. Un peu comme en France, je vais écrire sur les Pétrus, c'est-à-dire que le Pétrus en un, vous avez dû voir, ça veut dire que je me prends en main et à partir de la France, au lycée, je découvre que mon père me dit, tu n'as plus les moyens, tu dois te battre comme un homme. Donc je me redécouvre, je m'appelle Pierre Peter en 0. Chaque année, chaque 13 février, je fêtais donc ma renaissance en tant qu'un homme qui prend vite en main. Donc je me suis très vite pris en main sur la santé, en main pour les défis. En France, arriver en France dans un lycée et découvrir, étant en seconde, que votre père ne peut plus vous envoyer d'argent parce qu'il a des problèmes et qui vous dit sois un homme. À partir de là, je suis devenu un homme assez tôt. La maladie m'a rendu très profond et la prise en main de ma propre personne, sans père, sans mère, sans personne en France, quand j'étais au lycée de Montferrand, dans la banlieue de Clermont, à l'internat, je me suis mis à travailler, à me prendre en main et je me suis pris en main jusqu'à ce jour. Et la poésie a toujours été ces moments de recueillement quand je me recueille. La vie est dure, les trucs difficiles, mais de considérer que tout ça fait partie de ma vie. C'est pour ça que le premier poème, vous voyez bien, ça s'appelle Chemin. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons tous un chemin et il faut le magnifier parce que les gens pleurent dès qu'il y a un problème, alors que le problème fait partie du chemin. S'il n'y avait pas des problèmes, il n'y aurait même pas la littérature, il n'y aurait pas de roman. Le roman existe parce qu'il y a quelque chose de complexe, il y a des problèmes, il y a des difficultés, et puis quand on arrive toujours à un happy end. Et moi, j'ai toujours pris chaque problème comme une opportunité de vie, comme une opportunité pour ma poésie. C'est pour ça que vous voyez dans les lieux, je ressens un moment que j'ai quelque chose à dire. Et vous voyez qu'il y a des trous là. Quand il y a un gros trou de 10 ans, là où j'écris presque plus, c'est quand j'arrive à Douala.
Parce qu'à Douala, j'enseigne à l'ESSEC, j'ouvre un cabinet, je commence à courir comme tout le monde court à Douala. Et quelque part, j'ai perdu la poésie en cours de route. Et après, quand on voit bien qu'après je reviens à Yaoundé, et à Yaoundé, je retrouve un peu d'abord la ville où je suis né, une ville qui est tranquille, et je retrouve plus de quiétude, que ce soit parce que je fais de la musique aussi. Je retrouve tranquillement cette possibilité de faire ma musique classique, la guitare classique, d'écrire quelques poèmes et de retrouver les voyages, de retrouver cette nature que j'aime, cette découverte et tout, et dont j'écrivais chaque fois. Mais j'ai perdu quelques poèmes quand même, hein, parce que quand je quittais une ville, il y avait trois choses que j'amenais avec moi: ma guitare, mon recueil de poèmes et ma collection de bonnets. Quand j'ai quitté la France, j'ai laissé ma collection de bonnets à mon fils. Et donc, je gardais toujours ma guitare et mes poèmes. Voilà les deux seules choses que j'emporte, parce que quand vous mourrez, c'est ça que vous avez, que vous laissez. La guitare pour la musique. D'ailleurs, il y a des poèmes sur la guitare, là, il y a un poème sur la musique. Et je partais toujours avec mes poèmes. Et donc, si j'ai perdu quelques-uns, c'est d'autres que j'écrivais sur une nappe. Par exemple, il y a un beau poème que j'avais écrit à mon fils quand il avait 1 an. Maintenant, il en a 43. Mais je ne l'ai jamais retrouvé. Parce que lui-même, il n'avait pas retrouvé. Il avait perdu dans ses bagages. Et c'était un long poème où un père parle à son fils pour lui dire que le monde est plus profond et que quand on a la profondeur intellectuelle, la profondeur poétique, on est différent de tout le monde. On n'envie personne. On est soi. On ne réussit pas dans la vie, mais on réussit sa vie parce qu'on a suivi son propre chemin. Ta vision du monde, alors que tu avais 24 ans, dans le poème qui s'intitule Folle idée, tu disais la vie au fond n'est qu'un état d'esprit où la joie et la fougue doivent régenter l'âme dans un monde lugubre. Alors, si c'était ta vision il y a 48 ans, en 1976, quelle est ta vision en 2024? Non, en fait, ça, c'est mon essence même, folle idée. Je trouve que le monde n'est pas très beau, c'est vrai, le monde n'est pas très marrant. Si on le regarde de manière prosaïque, parce que les gens vivent le monde dans la peur, l'angoisse, et ils sont tout le temps comme s'ils avaient peur de mourir, et quand ils meurent, en fait, ils n'ont rien laissé. Et du coup, ils ne vivent pas assez bien, parce qu'ils vivent comme s'ils avaient peur de mourir. Or, moi, je vis le monde comme je le rends beau à mon niveau. S'il n'est pas beau, je le rends beau avec une vie intérieure très dense. Oui, j'avais un ami qui me disait, tu regardes le monde comme si les gens étaient des pantins qui tu tires les ficelles. Alors, donc, le monde, pour moi, j'ai toujours eu une audace. Je crois que même quand vous m'avez vu comme prof, je ne m'habille pas comme les autres profs. Exactement. Ben là, je conduisais ma Starlet parce que les biens matériels pour moi ont toujours glissé. C'est-à-dire, c'est pas. Et puis, avec une marge de provocation qui est un peu mon petit côté anarchiste de ces époques-là, de provoquer un monde où tout le monde se prend au sérieux, où les gens n'ont plus de profondeur et où on est parce qu'on a. Or, on est parce qu'on a. Moi, je suis dans un monde où c'est parce que je suis que je me comporte comme tel dans ce monde, sans crainte, sans... C'est peut-être pour ça, comme je dis toujours, je suis arrivé maintenant à 72 ans, sans casse. Parce qu'en fait, on pouvait me tenir sur rien quand vous êtes comme ça. Là. Vous êtes votre propre objet, de votre propre architecte, de votre propre vie, et vous lui donnez le sens qui vous va avec un côté fou, un peu fou. C'est même un peu ça qui manque à l'Afrique, ce côté un peu folichon. Un peu fou. Et peut-être aussi de l'imagination, parce que je vois que dans ton poème qui parle d'imagination, tu dis que l'imagination est belle, tu l'aimes et tu as rêvé ton monde en fait. Tu t'es projeté, l'imagination t'a aidé à avancer dans la vie finalement. Voilà, parce que l'imagination, je dis qu'elle m'a pour amant coutumier. C'est-à-dire que je suis devenu un peu comme son titulaire, comme on dit dans les relations de couple. Et quand vous imaginez tout le temps, vous êtes tout le temps en mode projection. C'est pour ça que je parle de vision, sensation. Vous avez toujours l'impression que le monde est beaucoup plus riche que ce qu'on voit, et que la profondeur de l'être humain est beaucoup plus profond que ce qu'on voit. Parce que si on dit qu'il est à l'image du Créateur,
Le créateur, quand on voit la création, ça demandait une imagination incroyable. Alors, Oui. si nous, à notre petit niveau, on peut aussi imaginer, on peut rendre notre petite vie, le petit temps qu'on est sur Terre, on peut lui donner une dimension tout à fait incroyable et l'imaginer. Et c'est pour ça que j'ai toujours vécu ce que j'ai imaginé. Et vous voyez que dans la poésie, j'ai dit toujours, je cherche ce que jamais je l'ai trouvé. J'ai toujours l'impression que l'horizon s'éloigne. Et c'est ça un peu la vie d'un être humain sur Terre. C'est que c'est de toujours tendre vers cet horizon, vers l'infini, pour trouver je ne sais quoi au bout, comme je disais, même si ça n'existe pas, mais il faut y essayer, il faut y aller. Et c'est ce bonheur-là, je pense, qui est le bonheur vraiment suprême pour un être humain. Et ce qui m'a marqué aussi quand on voit la succession de poèmes, tu dis à l'âge de 25 ans, dans le poème Je sais, tu découvres Oui, que tu es heureux. Tu découvres en oui, fait, j'ai l'impression que tu découvres oui, la joie, ou tu découvres oui. le sens de ta vie à l'âge de 25 ans. C'est vraiment, est-ce que l'âge de 25 ans, c'est l'âge où on se découvre finalement? Oui, je pense. Parce qu'au début, on avance un peu. Et c'est à cet âge que réellement, on a le vrai questionnement. À 25 ans, on, on commence à prendre des décisions définitives. Parce qu'il y a même une photo où je suis à Lyon, face à un immeuble géant. Et moi aussi, je suis comme une photo géante. C'est une amie qui m'a pris pour montrer que les sommets, on a encore du chemin. Mais Mhm. en même temps, on se sent heureux parce qu'on voit le chemin qu'on veut prendre. On sait déjà, avec l'âge antérieur, que la vie, ben, c'est un état d'esprit qu'on doit imaginer, mais c'est à 25 ans qu'on devient un adulte mentalement. C'est-à-dire, et quand on regarde sa vie, c'est la période où j'ai arrêté de fumer. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Ben, j'ai arrêté du jour au lendemain. C'est le moment où je me dit, bon, mais il faut que je commence à penser à faire une famille, ce que je veux faire 4 ans plus tard. Il faut que je pense à avoir un enfant. Tous mes amis riaient parce qu'ils disaient, mais tu fais tout ça comme sans respecter aucune norme. Et ça allait, tu finis même par nous donner envie d'être père. Parce que moi, je n'avais pas une idée comment on est quand on est père dans la vingtaine. J'ai eu mon premier fils à 29 ans. Donc, c'est des décisions que j'avais prises à 25 ans. Le choix d'une femme, d'arrêter certaines choses et puis de bâtir. De Mais de bâtir. bâtir une vie qui ne ressemble à personne, et je crois que mes enfants même le disent, ils sont un peu comme moi, libres, comme m'a dit le fils aîné, on est libre, indépendant et sans concession. C'est-à-dire qu'on s'assume. Or, vous voyez qu'actuellement, les 25 ans, c'est des gamins dans la vie actuelle. Oui. Les gens sont encore chez les parents, ils sont contents d'avoir bu 5 bouteilles de whisky, ils sont contents d'avoir mangé 20 000 plats, mais pour moi, c'est vraiment l'âge tournant. C'est quand on rate ce tournant, là, on devient un peu pas loin de l'animalité. L'animalité, c'est quoi? C'est qu'on vit, comme on dit au Cameroun, on vit. Mm. C'est vraiment à 25 ans, c'est là qu'on se projette. Et cette photo qu'on m'avait faite devant un grand immeuble où j'essaie d'être aussi grand que l'immeuble, mais où je n'y arrive pas, ça montre tout le chemin qu'il y a à parcourir. Et quand vous voyez mon dernier recueil de poèmes, c'est ce chemin, quand on arrive au bout de ce chemin, parce que le premier poème, c'est au bout du chemin. Ben, Oui, c'est ça, c'est la réponse à sous ce trajet de exact. 25 ans jusqu'à l'âge où je suis actuellement. C'est bon pour ce deuxième tableau et je vois que tu termines par une indifférence finalement face à tout ça. Quelque part, tu dis dans le poème, page 43, cœur, en fait, tu as l'impression que face à tout ça, il faut avoir un cœur de pierre finalement. Voilà. Parce qu'à un moment donné, l'émotion ne suffit pas. Il Mm. faut la raison. Et la raison, c'est les logiques, c'est les liens, c'est de comprendre le monde sans beaucoup de naïveté. Parce que quand on raisonne beaucoup avec le cœur, euh, on se contente d'être indigné. Et on ne regarde plus les choses telles qu'elles sont. On les regarde telles qu'on. Le cœur regarde les choses telles qu'il voudrait qu'elles soient. C'est un peu ça aussi, là, à certaines mesures. Mais la raison, quand vous la mettez aux commandes, quand vous mettez la raison aux commandes, ça vous permet de regarder le monde tel qu'il est, de réagir, d'agir en toute connaissance de cause, de comprendre qu'il y a des rapports de force, qu'il y a des dominants et des dominés, mais qu'un dominé n'est dominé que parce qu'il accepte d'être dominé. Donc il faut avoir de la raison pour comprendre les ressorts de la domination. Et la libération, souvent, c'est quand on prend conscience que s'indigner ne suffit plus dans ce monde.
S'indigner, ça veut dire qu'on accepte la raison du plus fort. Il ne faut pas seulement s'indigner, il faut réfléchir. Il faut comprendre les choses avec la raison. L'émotion est bien. Maintenant, on parle de coefficient émotionnel, mais le poète a de l'émotion d'abord. Mais un poète qui devient un poète engagé a besoin d'avoir la raison pour regarder le monde tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Parce que lui, il veut un monde différent. Donc, il faut d'abord qu'il accepte de regarder le monde tel qu'il est et bâtir ses stratégies pour le transformer à son niveau, pour tirer d'autres personnes, pour transformer ce monde. Puisqu'en fait, c'est ça le combat pour lequel on vient sur Terre. Le petit temps qu'on est là, il y a d'autres qui continuent, ainsi de suite. Le monde n'est pas encore... on ne sait pas jusqu'où le monde va. Donc voilà un peu en gros. Exactement. Et donc, on va terminer ce deuxième tableau-là où on voit quand même que, comme tu l'as énoncé tout à l'heure, il y avait beaucoup l'idée de la mort qui te passait dans la tête, peut-être aussi à cause d'une souffrance que tu vivais. Parce qu'en fait, dans le poème, ils m'ont dit, tu dis, je leur ai dit que je souffre. Et ils m'ont répondu qu'il n'y a pas de mal qui dure, ni de bien éternel. Ils m'ont répondu que la souffrance est mère de l'expérience. Ils m'ont répondu que la souffrance ouvre les yeux aux réalités de la vie. Ils m'ont dit qu'ici-bas, il ne faut pas vouloir ce qui est parfait. Et ça, j'ai trouvé ça juste étonnant pour un jeune à ce moment-là, c'était en 1970. À Bangui, j'avais 18 ans. Tu avais 18 ans. Et tu parlais déjà de la souffrance, tu parlais déjà de la mort. Oui. Parce que plus tard, tu enchaînes, ils m'ont dit ce que la vie prend à la mort. La mort peut le reprendre. Mais ce que la mort prend à la vie ne pourra jamais le prendre. Car cette femme impitoyable nous hait. Elle, la reine immortelle, la mort. Voilà. Oui, parce que la mort, une fois qu'elle vous prend, c'est fini. Donc, tant que vous êtes vivant, vous ne pouvez pas passer le temps à pleurnicher. Il faut agir parce que le temps qu'on vous a donné, c'est un contrat à durée déterminée. Notre vie est un contrat à durée déterminée. Si on passe notre vie à pleurnicher, on ne fera rien. Mais parce que tant qu'on est vivant, il faut faire quelque chose. Mais une fois que la mort vous prend, c'est terminé. Et les cimetières sont pleins de gens comme ça qui vont peut-être dire j'aurais pu, mais la mort, elle n'a pas ses états d'âme. Donc, tant que vous êtes vivant, ça ne sert à rien. Vous comprenez donc pourquoi il faut coupler le cœur et la raison. Mais il faut que la raison soit au-dessus du cœur pour ne pas regarder les choses avec trop d'utopie, mais savoir qu'une utopie se construit en réalité, mais c'est un combat. Tant qu'on est vivant, il y a d'espoir. Comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a d'espoir. Mais une fois que vous êtes mort, c'est fini. Exactement. C'est un peu ça que je veux dire. Et le tableau 3, on rentre vraiment dans les états d'âme, où tu dévoiles vraiment tes états d'âme qu'on avait déjà vus dans les précédents tableaux. Mais là, tu parles un peu plus de la lassitude face au combat du quotidien, tu parles de la solitude et tu parles de l'amertume. Et par rapport à tout ça, tu réponds par l'indifférence. En fait, pour toi, la solution, c'est vraiment l'indifférence et tu donnes même des solutions pour construire son empire. C'est que quand on veut donc construire, quand le poète décide de s'engager, il a le cœur, il a la raison, mais construire, c'est difficile. C'est des tracas. Bâtir un empire, parce que vous voyez bien, un empire, c'est pas bâtir une petite ville, c'est bâtir un empire. C'est-à-dire, c'est une vision grandiose, parce que l'empire, c'est quelque chose qu'on veut, grandiose et universel. Mais ça demande, c'est beaucoup de lutte, parce que même quand vous regardez les empires, c'est des guerres. C'est des guerres pour qu'un empire devienne un empire. C'est des guerres, c'est des meurtres, c'est des chances. Si on n'est pas mort, c'est des combats, c'est à un moment on est indifférent, c'est des troupes à mobiliser. Donc, celui qui veut bâtir un empire, il a des tracas. C'est pour ça qu'on dit que l'empire, tracas et espérance. Il a des tracas, mais son espérance, c'est de bâtir un empire. C'est-à-dire un empire, c'est pour moi, dans mon univers intérieur, c'est quelque chose de grandiose, quelque chose d'universel. Mais ça demande un combat de tous les instants et on reçoit des coups, on se décourage, mais on a quand même l'espérance. Et c'est ça qui vous reste après quand vous luttez, c'est l'espérance. Parce que si vous n'avez pas l'espérance quand vous luttez, vous allez abandonner tout de suite. Et c'est pour ça que l'homme a des doutes, l'homme est fragile, il a des doutes, il est las, il voit l'ingratitude, il voit l'hypocrisie humaine, il voit que les gens ne pensent qu'à peut-être leur petite vie au quotidien, mais que pour arriver à cet empire, il y a beaucoup de tracas.
C'est un peu ça l'idée centrale. Et du coup, tu as traversé tout le tableau 3. On va passer directement au tableau 4 que tu viens de dépeindre parce que là, on te découvre militant. Mais partout, il y avait les guerres. Un être anonyme, c'est que je suis quand même là pour témoigner que je vois et que quand il y a ces guerres, tous ces éléments, ce monde un peu violent, mais je suis dedans. Je suis dans ce monde. On m'a pendu, j'ai des convictions. Je commence à regarder que finalement, tout ce qu'on nous dit là, c'est de la philosophie. On est dans un monde de dominants et de dominés. Et quand vous regardez partout, ça soit, si vous allez, comme je dis en Corée, on va vous dire que vous étiez un unioniste, alors qu'il fallait séparer. Et dans d'autres, quand vous lui dites, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Et l'Algérie, vous dites, non, non, là, vous êtes un séparatiste. Donc, vous voyez que le monde est à géométrie variable, mais le fond du monde, c'est toujours, il y a les dominants et les dominés. Et qu'à un moment donné, un dominant, un dominé, s'il ne prend pas les armes qu'il a, comme moi, la plume, s'il ne prend pas les armes pour sortir de la domination, ben, il est un peu coupable de cette domination. Et il faut dénoncer tant qu'on est vivant. Et les dominations sont transverses les idéologies. Parce que vous voyez, quand on nous dit socialiste, communiste, capitaliste, mais en fait, le fond est toujours le même. Il y a les dominants et les dominés. Il y a ceux qui dominent. Et quand vous êtes d'un côté, quand vous êtes du côté du dominé, ben on vous donnera toutes les raisons pour justifier pourquoi vous êtes dominé. Et l'être anonyme, quand il regarde le monde un peu d'une manière candide, il dit, mais en fait, c'est que là où il y a l'intérêt du plus fort, on a une raison qu'on veut que tout le monde accepte. Là où le plus fort dit que celui-ci est mauvais, on veut que nous tous on dise qu'il est mauvais. Ça n'a pas beaucoup changé dans le monde actuel. Oui. Quand vous regardez comment les médias manipulent l'opinion pour justifier des fois l'injustifiable. Et là, mais ce qui est invariant, c'est que celui qui domine le monde, celui qui a les médias, celui qui a tout, va vous trouver des raisons à vous les dominer pour dire, voilà, c'est comme ça. On va même vous faire croire que c'est votre nature, que c'est comme ça. Oui. Et être anonyme, c'est de dire, attention, et de dire même à nous autres Africains qui avalons tout ça sans réfléchir, que ben, nous-mêmes, on a aussi ces dominés et ces dominants. Et que, alors si vous voyez, si les dominés dominent, les dominés des dominants qui dominent, machin, ça veut dire qu'en fait, l'anonyme, là, même le policier qui veut arrêter d'être anonyme, lui-même aussi, il est dominé, parce qu'en fait, il est un instrument du dominant. C'est un peu ça que ma poésie veut dire dans... C'est un de mes poèmes préférés, hein, être anonyme. C'est là où j'étais le plus violent. Tu remets en question même, tu interpelles les Africains dans Ancêtres noirs, parce que tu pleures le fait qu'ils ont perdu leur tradition au bénéfice on va dire, de ce qui vient d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, et là, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans parce que je me rendais compte quand vous regardez tous les pays du monde, que vous êtes en France, vous voyez bien, ils sont fiers de leur fromage, ils sont fiers de leur histoire, de Napoléon, de François Ier et tout. Mais quand vous regardez l'Afrique, ben nous, on se dit qu'on est moderne. On est moderne, pourquoi? Parce qu'on peut parler de Napoléon, de Bismarck et tout ce qu'on veut. Mais nos traditions, c'est comme si c'était des sous-produits. Or, on oublie que ces traditions, nous venons de là. Et quand vous ne savez plus où vous venez, on fait une coupure dès les années 60 où on dit qu'on est indépendant, et puis l'indépendance finit par nous faire croire que tout ce qui était avant était dépendant et que ce n'était pas bon. Et donc, on n'améliore rien. Et on se renie. Et quand vous vous reniez, ben vous n'êtes plus rien. Vous êtes un citoyen lambda, vous êtes apatride en fait. Nous sommes, en Afrique, nous sommes une forme d'apatridie que les sociologues n'ont pas encore bien étudiée. C'est-à-dire cette perte de culture, cette perte de repères, et qui fait qu'on est tout le temps en admiration de ce que fait l'autre, mais jamais de ce qui vient de nous. Moi, je suis fier quand je vois d'où sont partis mes parents. Vous voyez un peu à l'époque, dans le Dorf, là-bas, il fallait quitter à pied pour aller à l'école, et qu'ils arrivent à Kribi, descendent à Yaoundé et me font. Et vous découvrez que non, il y a bien eu quelque chose, et que là où ils sont partis, leur source, c'est vous, c'est votre identité. Et je disais même à beaucoup de gens qu'un grand, nous sommes des paysans. Mais non, il faut valoriser ces éléments. Mais nous, chez nous, ça finit par apparaître comme des tares, comme des hontes.
Et du coup, même, heureusement que le mouvement est en train de s'inverser. Parce que vous voyez bien, maintenant en Afrique, on a retrouvé un certain style d'africanité, la musique, les films nigérians, beaucoup de choses Oui, montrent qu'il y oui, a un changement de paradigme qui se fait et qui me rend heureux. Quand vous regardez les Nigérians, ils reviennent sur les films sur qui remontent leur tradition, les Igwe, les rois de l'époque, comment ça se passait, et qui parce qu'en fait, mon auteur préféré un peu dans tout ça, c'est Chinua Achebe, Le monde s'effondre. oui, Vous voyez, oui. c'était vraiment déjà ce premier signal. Et là, lui aussi, il donnait l'alarme. Mhm. Il donnait l'alarme. Et nous, on n'a pas donné assez l'alarme, mais les choses se mettent en place. Parce que les gens se rendent compte aussi que pour affronter la mondialisation, et c'est grâce à la mondialisation que les choses se mettent en place. Parce que cette mondialisation, même l'Occident la conteste. Parce qu'on voit bien que tout le monde cherche des repères. Il y a un repli identitaire qui est salutaire pour tout le monde. Parce Tout à que si fait. on est dans une société de consommation, on ne fait que consommer, mais on revient dans ce monde sans imagination. Vous voyez bien, le monde n'est pas fait que de consommation, d'installation d'usines. Le monde est fait aussi de sensations. Et je crois que c'est pour ça que je suis optimiste actuellement. Là où je suis, je vois bien qu'il y a un mouvement qui s'est inversé. Les jeunes qui arrivent sont plus Plus fier traditionnels que d'eux, nous. plus fier d'eux. Voilà. Et Voilà. c'est une très belle transition que tu me permets d'enchaîner parce que je me rends compte dans le tableau 5 que tu trouves la paix dans la musique. Peut-être que la force de l'Afrique aussi, c'est ça, c'est qu'on nous a Oui, longtemps reproché d'être trop porté sur le rythme, mais peut-être que la conquête, la domination se passera à travers justement la diffusion de cet outil qui est notre force. voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je suis optimiste actuellement, parce que souvent les gens me disent, mais toi, tu as l'air de ne pas te plaindre de tout ce qui se passe. Je dis, mais non, les jeunes de maintenant me plaisent plus parce que d'abord, c'est des lutteurs. Ils savent que personne ne leur fera de cadeau. Ils prennent des risques comme jamais nous, on aurait pris. Que ce soit en mer ou que ce soit au ciel ou dans les airs, il y a un culot qui est quand même que nous, on n'avait pas. Et puis, ils sont décomplexés de l'Occident. Et même s'ils disent que je vais aller en Occident, ils se disent je me cherche. Vous voyez bien quand on se cherche, la recherche de soi, c'est profond déjà. Nous, on ne disait pas qu'on se cherche, puisqu'on finissait, on nous donnait un travail et puis on était gentil, on estimait qu'on a réussi. Mais Oui, le jeune se pose des questions. Il n'a pas les réponses, mais quand on pose déjà les questions, le discernement vient avec l'action. Parce que quand on se pose des questions, on enclenche un mouvement qui petit à petit vous donne un discernement. Et à un certain moment, vous aurez une espèce de paix intérieure. Et moi, la musique, je vous l'ai dit, quand je quitte une ville, j'enlève ma guitare et mon recueil de poèmes. Je peux démarrer à zéro n'importe où avec ces deux éléments. je voudrais quand même qu'on revienne sur la place du féminin ou de la femme dans tes écrits, parce que quand même, j'ai constaté qu'il y a 20 poèmes dédiés à la femme, au féminin, pas Voilà. que la femme. Ça Oui. représente quand même un tiers de la panoplie de 60 poèmes que j'ai vus. Comment tu l'expliques? Quel est l'impact du féminin dans la société ou dans tes écrits? Oui, parce qu'en fait, vous voyez, on dit la poésie, on ne dit pas le poésie. Oui, Déjà, en fait, c'est un peu le yin et le yang. C'est-à-dire que la poésie, pour un homme, c'est sa partie féminine. Et pour une femme, c'est sa partie masculine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui fait l'être entier. Et dans cette connexion qui est universelle, le plus et le moins, le yin et le yang, donc, tout au long de l'histoire, et la femme va être un peu pour moi, euh, pas seulement la muse, parce qu'il y a aussi la violence là-dedans. Il y a tout ce que ça implique comme relation, mais c'est de l'autre côté, l'autre versant, qui est celui de la femme, qui est la meilleure source d'inspiration, parce que la femme est aussi source de vie. Et la poésie, c'est la vie. Et c'est pour ça que je rends un bel hommage aux femmes à travers mes poèmes, parce que je dis, moi j'ai dit toute ma vie qu'il n'y a aucune femme qui m'ait déçu dans la vie. Elles m'ont toutes aimé, chacune à sa manière. Et je les ai regardées sans jugement sociologique, sans dire oui, je suis l'homme, je suis ceci ou cela. Et je les ai regardées comme je me regardais dans la glace, en disant qu'elles sont cette partie de moi, que c'est ça qui permet d'être ce que je suis sur oui, le plan des émotions et tout.
Et c'est un grand hommage que je leur rends, vous voyez bien. Il n'y a qu'une seule où il y a un prénom, c'était mon ex-épouse, ma première épouse, que j'avais connue quand j'avais dans 25 ans, avec qui j'ai fait un enfant. Vous verrez que c'est le seul poème où il y a un prénom. Oui, Mais tout à fait. voilà, c'est le seul, et vous verrez que toutes mes rencontres avec les femmes, c'est très beau, c'est sublimé. C'est Oui, sublimé parce que je ne regarde pas que c'est une femme, je suis un homme, non. Je regarde quelque chose d'au-dessus de la petite drague, quelque chose qui est plus beau, quelque chose qui est plus complémentaire, quelque chose qui montre mon incomplétude pour chercher l'autre part, pour être un être complet. Vous voyez, et à ce moment-là, c'est beau. C'est beau, c'est très c'est beau. rapport. Et on découvre que la femme t'a porté, en fait, finalement. La Mhm. femme, toutes les femmes, en fait, Elle qui m'a ont beaucoup passé dans ta vie, apporté et t'ont que, porté quelque part. oui, chacune m'a apporté, mais encore toujours plus de poésie. Je les ai toujours regardés avec poésie. C'est peut-être pour ça que, comme je dis toujours, que mes affaires durent, c'est-à-dire mes relations ont souvent duré, parce que quand vous regardez l'autre avec poésie, vous ne passez pas le temps à jouer le tribunal. Tu devais être comme ça, tu devais faire ceci. Non, c'est une relation et vous devez contribuer à la rendre poétique. Et je crois que tout le monde, dans une relation, aimerait vivre la poésie. Et quand avoir une relation qui est poétique, avoir un regard sur l'autre qui n'est pas fait de jugement, qui n'est pas de domination, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est-à-dire que le regard que j'ai posé sur les femmes, pour moi, ça a été vraiment, dans ma vie, là, la meilleure chose que j'ai. Et sur la nature, hein, sur le monde. Mais sur les femmes, ça m'a beaucoup apaisé. C'était encore plus sublimé. Vous voyez le poème où je discute avec une femme un jour d'anniversaire, je ne connais pas, la Liane du Nord et tout. Et puis, j'écris un poème et je lui montre. Je lui dis, parce que je lui demandais souvent la permission après. Qu'est-ce que je D'accord. peux le publier? Et je lui laissais le. C'est comme ça que ça fonctionnait. Même Mhm. celle que j'écris au début, je lui dis voilà, voilà, 5 images qu'on a fait, voilà ce que j'ai ressenti. Je lui dis ben, c'est mon poème, c'est sur vous, il n'y a pas votre nom, est-ce que je peux le mettre dans mon album? Aucune n'a refusé. C'était Donc la anonyme. plupart de ces En même poèmes ont été faits en temps, direct. Oui, c'était voilà, sublimé, c'est donc anonyme. c'était Alors, sublimé. Oui. On pourrait l'appliquer à d'autres femmes, voilà. d'autres hommes pourraient Et se projeter à travers tes poèmes, en fait. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une révolution du regard dans les rapports de genre. La révolution du regard réglerait beaucoup les problèmes de rapport de genre. Parce que ça demande quel regard on porte sur l'autre. C'est comme quand on est content d'un enfant, on le regarde avec amour quand son enfant. Un peu. Mais c'est pareil pour la femme, comme la femme aussi, si elle vit une relation poétique avec son homme, ça vous apaise. Et pour moi-même, c'est l'essence de la vie. Et puis, bon, quand on voit bien que dans les rapports aux femmes, c'est pas seulement une poésie bébête, il y a aussi des sensations qui sont un peu. Il y a l'animalité humaine qui ressort aussi là-dedans. Et Oui. vous voyez le corps qui bouge. Et il y a aussi le doute. Et, en fait, il y a tout. Il y a l'innocence. Tout ça, quand vous additionnez, vous montre toute la richesse qu'il y a dans une bonne relation avec une femme. Parce que vous passez par les mots, il y a du doute, il y a il y a les angoisses. Dans l'autre, on voit bien que l'angoisse est assez forte. Laisse-moi tous ces parce que ça tracasse aussi une relation homme-femme. Mais il faut prendre tout ça avec beaucoup de poésie. Oui. Parce qu'il y a tout le mélange de temps, de perversion, de violence, mais tout ça à l'arrivée, c'est ce qu'il y a de mieux. Et tu conclus en fait par un poème qui s'appelle Tendresse, où tu dis dans les moments les plus noirs de ta vie, il y a toujours une femme, une déesse qui t'a sorti on va Oui, dire, pas du trou noir, mais bon, qui t'a donné de la tendresse et qui t'a permis certainement de oui, dépasser et dans la oui, et que chaque fois que tu veux te décourager, que le monde est dur, mais il n'y a rien de plus beau que la tendresse. Tu as toujours l'impression qu'elle va te dire non, guerrier, ça c'est rien. vie. C'est moi la tendresse. Et à ce moment, ouais, c'est ce côté apaisant de l'autre versant, le yin et le yang, le plus et le moins. C'est ce côté apaisant qui te dit non, tous ces combats, il y en aura toujours. Mais il y aura toujours cette tendresse que tu trouveras auprès de moi. Et c'est ça qui fait qu'après, tu peux supporter n'importe quel combat. Et on termine par le dernier tableau, c'est les itinéraires où on découvre le voyageur. Tu as toujours été un Voilà. marcheur, un grand marcheur.
Voilà. Voilà. J'ai l'impression en te lisant que ta vie, alors je pense que c'est quand même ta vie, ta vie a été une longue marche, parfois solitaire. Mais à 27 ans, comment dire, à un moment, on a l'impression que tu romps avec la solitude, mais derrière, tu la réembrasses de nouveau. Parce qu'en fait, la solitude, tu ne peux pas t'en passer. Voilà, parce que ça fait partie. C'est même parce que je l'ai retrouvé que j'ai recommencé à réécrire les poèmes. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait les enfants, vous avez le monde et tout, mais vous voyez que vous devenez un peu comme tout le monde. Et alors qu'en fait, la solitude, elle est là. Elle vous dit que je sais que tu as tes combats et tout, mais je suis toujours là, à tes côtés. Et c'est ça là, qui est le propre du poète, en fait, parce qu'à un moment, on peut aimer le monde, comprendre le monde, mais la solitude est là parce que quand vous marchez, vous commencez progressivement à voir la mort de l'autre côté. Et à ce moment, personne ne peut vous expliquer quoi que ce soit, sauf la solitude qui peut vous dire, ben, là où on va, comme je dis dans le troisième monde, c'est un monde habité. C'est-à-dire que c'est un autre monde et que tu n'as rien à emporter dans ce monde. Et que la mort, quand elle arrive, elle t'a laissé le temps de faire tout ce que tu as à faire et que quand elle va t'appeler, c'est quand elle va estimer que tu n'as plus rien à faire là-dedans. Et je lui dis, si tu t'aperçois que je me trompe dans cette vie d'artiste, ben, je t'en supplie, alors prends-moi. Oui, ça m'a marqué ce passage, oui. Oui, ça veut dire que bon, et d'accepter froidement que c'est mon tour, que c'est la reine immortelle. Euh, Comme je dis dans le nouveau recueil, on est tous dans un registre. Et elle, c'est les registres. Elle dit aujourd'hui, je prends qui? Et si tu n'es pas conscient que la mort est devant, que la solitude va te préparer, parce que tu la ressens à tes côtés. Même si tu es entouré de personnes, quand la mort est déjà à tes côtés, avec l'âge, surtout que je suis à un âge on disait, quelqu'un disait vénérable. Mais à cet âge-là, tu dois être encore plus apaisé parce que tu as fait les bons combats, tu ne t'es pas risqué à détruire un autre, tu n'as pas cherché à dominer les gens, tu as choisi des causes que tu estimais justes et tu t'es engagé dans la formation de la jeunesse sans concession, sans te plaindre de l'argent ou de quoi que ce soit, mais en le faisant comme un serviteur doit le faire. C'est un peu ça la suite. Le tableau sur la mort et la solitude, c'est ça, en fait, le dernier recueil que vous allez lire après, peut-être qu'on en reparlera, et où on voit maintenant quelqu'un qui est prêt. Et la mort, quand vous la prenez comme ça, là, et puis vous voyez qu'après, il y a la solitude, mais il y a aussi le boss. Et vous vous rendez compte que de tout ce que vous avez fait, vous avez échappé à tous les pièges et tout, mais c'est parce que le boss est à votre côté. Et vous voyez que c'est en 1900, pourtant le poème, vous voyez l'arriver à la fin, c'est Dieu est là, mon Seigneur, pourquoi ne l'ai-je pas su plus tôt? C'était à Montréal en 1906. Je suis arrivé, c'était quand ma période où je suis allé enseigner à Montréal, et je me rends compte, mais finalement, tout ce que je fais dans la vie, j'ai toujours l'impression qu'il y a une main qui, qui me protège, qui me. Et puis après, j'écris donc mon Seigneur qui peut être un évêque, encore un pope, mais qui dit mais il était là, mais pourquoi ne l'ai-je pas su plus tôt? Pourtant, ouais, la solitude, Dieu, tout ça, à un moment donné, c'est pour ça que je sépare spiritualité et religion. La religion, c'est groupé, il y a toute une idéologie, mais la spiritualité, c'est votre relation directe à Dieu. Il était là chaque fois que vous avez eu des problèmes, il vous a toujours protégé. Même quand vous avez voulu faire des mauvais choix, c'est comme si la main vous a toujours poussé pour ne pas tomber dans les pièges. Et à ce moment, vous devenez dans la gratitude. Et quand je finis chez moi au Tibet, ben, c'est le Tibet qui est mon énigme de vie. Parce qu'en fait, c'est quoi le Tibet? J'ai jamais mis les pieds. Le Tibet en Chine, mais même bien que ça fasse partie de la Chine, il vous faut un visa pour aller au Tibet quand vous êtes en Chine. Ils sont tellement spirituels qu'en fait, c'est un peuple dont on ne sait pas, c'est un peuple mystérieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout en intérieur. Ouais. Et que vous avez beau les dominer économiquement, financièrement, vous avez toujours l'impression que vous ne les possédez pas au niveau de leur âme. Et c'est un peu ça le poète, c'est un Tibétain. C'est quelqu'un qui est libre de l'intérieur. Et que la liberté apparente de l'extérieur, pour lui, ce n'est pas une liberté. Sa vraie liberté, elle est dedans, en dedans de lui.
Magnifique, professeur. Donc, je rappelle le titre du livre État d'âme et face cachée. Ah, Donc, il est disponible sur Amazon, je pense. Est-ce qu'il est disponible en version électronique aussi? Kindle, sur Amazon Kindle? non, là, il est en version, tu peux le commander, c'est plus facile de commander sur Paris. Moi, je n'ai pas encore reçu mon stock, là, parce qu'il faut qu'il arrive. Mais on m'a dit ce matin qu'il y a déjà 3 commandes qui sont parties depuis Paris. D'accord. Donc, Super. c'est plus pratique de Paris. Mais ce dernier recueil montre bien qu'une fois qu'on a fait tout ce chemin, et comment on arrive au bout du chemin. Et ça, c'est des sensations qui sont difficiles à expliquer à quelqu'un parce que c'est vraiment en intérieur, en tibétain, parce que le tibétain, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est libre de l'intérieur et qui se moque un peu des emprisonnements extérieurs ou des chaînes apparentes. Il est libre de l'intérieur parce qu'il vit sa spiritualité sans problème et que rien ne peut l'en éloigner. Et c'est donc ça un peu, ce dernier recueil que vous verrez, traces de vie d'hier et de demain. Vous voyez qu'il n'y a pas trace de vie d'aujourd'hui, c'est d'hier. Et le Et de demain, demain. c'est quand vous êtes en train de partir un peu tranquillement. Et c'est ça qui restera, les traces de demain. Comment on se bat dans la vie et comment on peut quitter la scène et durer. On va terminer donc. Je zouk love ce matin. Voilà. Donc je commence. Je zouk love ce matin en reprenant un vieux refrain d'un jeune rappeur, pas bien malin. Et je rappe, rappe, rappe. Mes mains clap, clap, clap. Je tangolise, je valsolise, je sirtaquise, je m'électrise et je rappe, rappe, rappe. Mes mains clap, clap, clap. Rappeur pervers, c'est le monde à l'envers. Sous pied sous terre, repose ma mère. Et je rappe, rappe, rappe. Mes mains clap, clap, clap. Je m'acolise, je poissalise, je régéalise et m'électrise. Mais je rappe, rappe, rappe. Mes mains clap, clap, clap. Drôle de mots, drôle de tempo. Je tempolise et je m'immobilise. Car je rappe, rappe, rappe. Mes mains clap, clap, clap. Rime navrante, mais c'est sans façon, Paroles brûlantes, pas n'est la pas la révolution. révolution. Rythme le sax, s'éclate la basse. Je zocalise, puis recalise, et je saxe, saxe, saxe. Mon cœur basse, basse, basse. Je rock my soul sans que je me saoule. Je farandole et rock and roll. Et je saxe, saxe, saxe. Mon cœur basse, basse, basse. Car je rappe, 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 et mes mains clap, Clap, clap. clap. Un peu ça qui finit en musique, cet entretien. Merci. Eh bien, j'espère que tu as pris plaisir à partager avec nous Alors, sur ma pour tous ceux page. qui nous écoutent, un très grand plaisir. On était en genre de bonne famille poétique. Voilà. Exactement. Est-ce que tu as d'autres projets que tu souhaites partager? Oui, là, je suis en train d'écrire un livre sur les hommes sur un homme d'affaires qui doit servir de modèle à tous ceux qui veulent entreprendre. Parce que vous voyez que tout le monde parle d'entrepreneuriat et les étudiants entrepreneurs, mais l'entreprise, c'est un esprit. C'est pas l'école qui apprend l'entreprise. Donc, je suis en train de faire un livre sur un homme d'affaires et qui va sortir, je crois que je l'aurai terminé d'ici décembre, pour montrer aux gens tout ce que ça implique. Que celui qui fait l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un visionnaire. C'est pas quelqu'un qui a appris à l'école et va faire les affaires. Sinon, les étudiants seraient tous des hommes d'affaires. Mais vous voyez que les gens qui font les affaires, c'est des visionnaires. C'est pas une histoire de diplôme et tout. Et il faut apprendre qu'est-ce qui fait leur force. Et c'est ça que je suis en train de terminer. Merci, professeur. Oh, Merci infini pour ce temps que tu nous as accordé. Malgré oui. quelques défaillances techniques, on a réussi le challenge, on a réussi le pari de faire cette interview. Je ne peux que te Voilà. dire bonne vente, bon succès dans tes prochains ouvrages. Et le mot de la fin, je te le laisse. Ben, c'est de dire que je souhaite que beaucoup de gens rentrent dans ce monde de la poésie. L'Afrique a besoin d'être un peu tibétain.
Et comme ça, nous serons tous des Tibétains. Parce que c'est la meilleure liberté, c'est celle qu'on a à l'intérieur. Voilà. Bon courage à tous. Ciao.